Alors, rebonjour, rebonsoir à toutes celles qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent aussi dans ce direct. Je suis en train d'attendre que Nedia et moi se joignent à nous. Je leur ai envoyé une invitation pour participer au live. Comme ça, on va faire notre tour de table. Comme d'habitude, on va faire le tour de l'actualité, les événements les plus importants qui se sont produits ces derniers jours. Voilà. Donc, je compte un tout petit peu sur votre patience le temps que Nedia et moi soient là, tous les deux. Nedia et moi, voilà. Moi, elle veut participer, on va l'accepter. Et Nedia, dans un petit moment, on va l'ajouter. Voilà. Vive la technologie, finalement, qui nous permet de faire comme ça des duplex, des duplex très sympathiques. Des duplex un peu amateurs, Faciles bonjour. à faire, sans les grands moyens. Nedia est en cours. Bonsoir, Moaz. Aïdouk Bonsoir. Mabrouk. Bonsoir, Aïd Aïdouk Mabrouk. Mabrouk. Mabrouk, Nedia, toi aussi. Ça Voilà, va? on est tous les trois là. Très bien, et vous deux? Très bien, Alhamdoulilah, merci. ça va? Excellent. Alors, vous avez fait le plein d'énergie avec les gâteaux de l'Aïd, les parlewa, les caracs et tout ça, en Oui, forme oui, enfin. pour le direct. Surtout toi, hein, parce que c'est doublement, c'est le l'Aïd, le carac de l'Aïd et c'est Hamamed. Donc, Oui, je شكون suis à كيفك. Hammamet, oui. Et شكون C'est... كيفك, voilà. Et voilà, Et il fait très beau en plus. il fait très beau justement, et Voilà. c'est Il fait l'avantage chaud. de ce travail agréable avec MLG. Ça nous donne l'opportunité d'être à Hammamet, de Et de contempler la travail, mer oui. et de travailler Ouais. agréablement. Nedia aussi, je suppose, hein, Eh avec oui, ce de large travailler. sourire, avec ce large sourire. Très bien. Donc Nédia, je sais que tu n'as pas préparé tous les sujets. Je viendrai vers toi vers la fin de notre direct. Je ferai le tour de table rapidement avec Moaz et on va commencer avec ce que nous n'avons pas eu le temps, l'occasion de commenter, Moaz, la semaine dernière, puisque nous avons pris congé le jeudi dernier, alors que la veille, le mercredi, je crois, Rachid Ranouchi, le président de la NARDA et le président de l'ARP de 2019, l'ARP dissoute par Kais Saïd, a été arrêté, interpellé par la police et arrêté. Est-ce qu'on connaît déjà les enquêtes qui sont ouvertes contre lui? Il y avait d'autres enquêtes qui étaient ouvertes contre lui. Je crois qu'il était allé à l'interrogatoire et rentré chez lui les fois précédentes. Mais cette fois-ci, il est carrément arrêté. Il est enfin en prison euh, pour le besoin de cette nouvelle affaire. Est-ce qu'on peut revenir sur ça et donner de plus amples informations? Maintenant, une semaine s'est écoulée. Je crois que nous avons un peu plus Plus qu'une d'informations semaine. à Oui, travers plus qu'une semaine, oui. plus qu'une semaine à travers ces avocats. Voilà. Oui, exactement. Bon, il faut mettre cette arrestation aussi dans son contexte. Ce n'est pas la première arrestation d'une personnalité politique ou d'un opposant au régime de Kais Saied. Je pense qu'on est aux alentours de 20 arrestations en voyant l'affiche hier, par exemple, au niveau de la conférence de presse effectuée par les familles des personnes politiques arrêtées à Bruxelles. Donc il y a un contexte, un climat d'arrestation d'hommes politiques, d'opposants politiques, suite à plusieurs affaires. On connaît la fameuse affaire de complot envers l'État, Contre la sûreté de l'État. contre la sûreté nationale de l'État. Appelons-la l'affaire Ryan Turkey, c'est ça, puisque L'affaire, exactement, l'affaire c'est l'accusé principal. exactement, avec d'autres personnalités politiques qui sont très très importantes. Comme tu l'as exprimé, Emel Rachid Ranouchi est passé par l'interrogatoire au niveau de deux affaires principalement. Instalingo, l'affaire de diffamation et des réseaux sociaux, donc très connue, est connue sous l'affaire
Instalingo, donc la terminologie médiatique, et l'affaire de Tasfir. Donc, il a été interrogé sur cette affaire-là. Mais il n'a pas été arrêté, il était toujours en liberté. Mais Oui. le salut national, c'était vers le 24 ou le 23 Ramadan. Donc, ils organisent des soirées ramadanesques, donc politiques, pour faire un débat autour de la situation politique actuelle. Donc, Rachid Ghannouchi, il a fait un discours, donc un discours assez violent, il faut le dire, mais ça reste un discours politique où il a parlé de si c'est-à-dire si on va On pas élimine, on impliquer, écarte. on élimine les islamistes, on élimine la gauche, on élimine les Qa, et il n'a pas continué pour dire les nationalistes qawmiyin, et il a parlé donc de ceux qui ont soutenu donc Kais Saïd et les mesures du 25 juillet qu'il appelle Inqilab, donc vont recevoir des pierres. Bon, là, c'est le sens figuré ou le sens réel, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a été arrêté pour ses Au propos. lendemain de cette déclaration, Et c'est ça? c'est les avocats de Rachid Ghannouchi, Semir Dilou, par exemple, il a dit clairement que le dossier, l'affaire qui concerne cette arrestation, elle est autour de cette déclaration. Il y a un problème concernant cette affaire-là, Amel, parce que le mandat d'arrêt, donc, par exemple, officiellement, il a été déclaré à 5 heures du matin, je pense, après 2 jours de l'arrestation de Rachid Ghannouchi. Mais malheureusement, apparemment, on a une nouvelle agence de presse en Tunisie, que si Ahmed Soueb appelle l'agence de presse 25 juillet, il a nommé, donc qui inclut qui inclut une avocate que je vais pas nommer, et certains d'autres blogueurs qui ont annoncé le mandat d'arrêt même avant le mandat officiel. Elle rigole, Non, parce le que c'est nom de absurde. Parce que oui, c'est oui, absurde. Normalement, on a une source officielle de officiel. l'information. On ne peut pas apprendre la veille que Flaine va être arrêté Ça alors va que le être mandat arrêté d'arrêt et un mandat n'a même d'arrêt. pas été encore signé. Exactement. Et pire encore, donc la vidéo officielle qui était présente au niveau de l'interrogatoire était une vidéo montée. Et Rachid Ghannouchi, il a refusé et il y a eu du retard au niveau de l'interrogatoire parce qu'il y a eu un montage par rapport à cette vidéo et ce sont deux failles procédurales qui sont très très importantes pour moi. C'est pas moi qui va parler de la politique de Rachid Ghannouchi, qui va défendre la politique de Rachid Ghannouchi tout au long de la dernière décennie. On était là, on était sur TCI, on a critiqué politiquement Nahda et on connaît très bien l'implication des politiques de Nahda et ce qu'a causé les politiques de Nahda et les alliés de Nahda durant les dernières décennies sur un plan politique ML. Il y a des suspicions sur l'implication de Nahda, et je souligne le mot suspicion de Nahda et Rachid Ghannouchi dans des affaires qui sont très très importantes de Tasfir, de RTLF, de Jihaz Serri, nous, on aimerait bien avoir une justice indépendante qui traite ces dossiers-là, et ces dossiers-là ne doivent pas être traités d'une manière politique. Voir Rachid Ghannouchi aujourd'hui, voir aussi Nourdine Lepiri arrêté pour des statuts ou pour des déclarations, pour moi, c'est absurde et ça n'a aucun sens. Quelles que soient les déclarations, ça reste des déclarations. Et il y a des articles comme le 115, il y a d'autres articles de Majalat al-Ittisalat, donc du code de télécommunication qu'on peut utiliser et ne pas automatiquement emprisonner ces gens-là. La grande question aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui le climat politique, il est propice pour avoir vraiment des affaires juridiques et des affaires devant la justice d'une manière indépendante? Pour moi, c'est non. Est-ce qu'on tend vers le règlement de compte politique? Pour moi, oui. Malheureusement, en absence de transparence au niveau de ces affaires-là, ni le parquet ni la justice n'ont présenté aucune conférence de presse, aucune information. Les informations qu'on détient, ce sont les informations des avocats et les déclarations des avocats ML. On n'a aucune source officielle, à part toujours les déclarations du président de la République qui représente l'exécutif et qui accuse ces hommes politiques-là. Et malheureusement, bonjour les dégâts, on voit les réactions à l'étranger, ML. On voit la réaction. Je voulais justement arriver aux réactions internationales après cette arrestation, mais juste rebondir un tout petit peu sur une phrase que tu as prononcée. Tu as dit sur RTCI, avant, nous n'avons pas mâché nos mots, justement, heureusement que notre rôle est de critiquer tous ceux qui sont au pouvoir.
Rachid Ghannouchi, l'avant, Narda, l'après, Narda, Kais Saïd, tout le monde. On est là pour faire l'éloge à personne. On est là justement pour remplir notre rôle de quatrième pouvoir, pour justement critiquer, dire ce qu'il faut et ce qui n'est pas, et à dénoncer ce qui n'est pas fait dans les règles de l'art, quelle que soit la couleur de ceux qui sont au pouvoir, effectivement. Donc, je voulais juste rebondir uniquement sur ça. Et maintenant, on arrive justement aux réactions internationales. Est-ce que l'arrestation de Ghannouchi a suscité des réactions internationales? Ces dernières 48 heures, je vois beaucoup de commentaires, d'informations entre guillemets qui circulent sur l'attitude des instances internationales par rapport à l'accord du prêt du FMI. Des réticences, un retrait, des refus, un changement de position. Tout ça n'est pas encore vérifié, n'est pas certifié, mais je vois beaucoup beaucoup de choses qui s'agitent. Quel est le vrai du faux de tout cela? Et justement, je te laisse parler des réactions internationales. Exactement, ça bouge énormément, et on voit même au niveau des médias internationaux, on voit ce que le monde a écrit. Washington Post aujourd'hui qui a publié un article de Rachid Ghannouchi avec une préface qui a été écrite et rédigée par sa fille, la fille de Rachid Ghannouchi. On voit les déclarations. Écrit par Rachid Ghannouchi. Rachid Ghannouchi avant son arrestation, oui. Avant son arrestation. Et il y a aussi une vidéo qui a été publiée sur la page du Front National que Rachid Ghannouchi a préparée, et c'est clair qu'il a été prêt pour qu'il soit arrêté. Donc il a préparé apparemment cet article-là et une vidéo qui a été publiée sur la page du Front du Salut National pour dire qu'il est arrêté justement. Donc là, les réactions sont vraiment elles s'enchaînent. Donc c'est un effet boule de neige. Donc il y a la réaction des pays de l'Europe, il y a la réaction donc des États-Unis. Donc hier il y a au Sénat toute une plénière concernant le dossier de la Tunisie. Le ministère des Affaires étrangères italienne hier, Tajini, qui a déclaré: si on aide la Tunisie, c'est qu'il y a un problème, et si on n'aide pas la Tunisie, il y a aussi un problème. Je pense que l'affaire de démocratie, et c'est vrai, moi je suis convaincu, et je pense qu'Emel, tu as le même avis que moi, ainsi que Nadia. C'est vrai, les pays, c'est pas tous les pays qui vont défendre la démocratie ou les libertés. Tous les pays cherchent dans un premier lieu leurs intérêts, leurs intérêts propres. Exactement, leur propre intérêt. Les États-Unis et l'Union européenne, c'est-à-dire la position officielle de l'Union européenne. Donc, ils donnent encore une chance et un bénéfice du doute, je pense, à Kais Saïd pour trouver une solution, et surtout une solution économique et sociale, et surtout par rapport au budget de l'État. Il évoque souvent la question de démocratie et la question des droits de l'homme et la question des arrestations, mais il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui une position, c'est-à-dire une position de sanction ou de ce genre-là, et j'espère qu'elle viendra pas. Donc c'est pour la Tunisie et pour le peuple tunisien, mais c'est l'Italie qui est en train de faire pression et dire qu'il faut aider la Tunisie par rapport au dossier de la migration. On sait très bien que ces 3 dernières années, il y a 45 000 Tunisiens qui sont arrivés en Italie d'une manière clandestine. Donc l'Italie, elle essaie de pousser les pays de l'Union européenne coûte que coûte pour aider la Tunisie et pour subventionner le budget de l'État de la Tunisie. Rien qu'hier, je crois, dans les côtes, dans les côtes de Sfax, une vingtaine de cadavres ont été repêchés. Oui, il y a 220 personnes disparues durant ces 3 derniers jours aux alentours des côtes de Sfax. Donc la situation, elle est critique par rapport à la Tunisie, bien sûr, par rapport à l'Europe, surtout par rapport à... Et ça va augmenter avec le temps qui s'améliore. Exactement. Avec ce temps printanial, ça va encore augmenter. Exactement. On va entendre parler de beaucoup d'accidents en mer. Exactement. Et là, les positions surtout officielles, donc des pays de l'Union européenne et des États-Unis, ils évoquent 2 grandes lignes, donc la démocratie, les libertés, les droits de l'homme, et surtout donc une restructuration de l'économie tunisienne et de la gestion du budget de l'État.
Bon, on ne sait plus, donc on est dans le flou, surtout après la déclaration du président Kais Saïd le 6 avril, donc qu'on n'a pas besoin de l'FMI et qu'on peut Comptez faire sur face nous-mêmes. à cette crise avec nos ressources et compter sur nous-mêmes. Ça, on le sait pas et on va parler, je pense, du phosphate. On va Donc, justement, d'accord. c'est une passe que je te fais là. Justement, avant le phosphate, je voudrais faire un petit détour vers le bardo, Moaz, puisque Oui. la première plénière de l'Assemblée, la première plénière de travail a été tenue. On connaît maintenant le règlement intérieur, le contenu du règlement intérieur de l'ARP, comment s'est déroulée cette plénière, vers où va cette plénière. Est-ce que ça va être un Parlement différent de celui de 2019 finalement, un Parlement idéal à la manière que souhaite Kais Saïd peut-être? Un Non, Parlement très, très gentil, très bling-bling, très calme, où il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de tension, où tout est gentil, tout est rose, comme ça, avec des bisounours. Oui, pour le moment, tout est gentil, tout est beau. Bon, ils sont en cours de débattre, ils sont toujours en plénière pour discuter et approuver les articles du règlement intérieur, donc sous la coupole du Bardo. C'est clair, dès la première analyse, donc dès la première plénière, on voit un Parlement avec des députés qui sont pro 25 juillet. Donc, il n'y a plus cette pluralité qu'on a vue en 2014 ou en 2015, ou même au niveau de l'Assemblée nationale constituante. Bon, certainement, il y aura des différences et il y aura certaines divergences de points de vue, mais c'est pas des divergences qui sont majeures. Donc, la majorité des députés sont sur la même ligne politique. Donc, Sur la même ils sont longueur là. d'onde, oui. Exactement. Donc, ils n'ont Ils pas. chantent en chorale, en fait. Il y aura pas, je pense pas qu'il y aura des différences et des débats sur surtout des questions économiques, des questions politiques, des questions sociales. Je pense que c'est un Parlement qui va exécuter et qui va approuver donc les lois qui vont venir du pouvoir exécutif. Mais le point qui est le plus important pour moi, par exemple, au niveau Règlement intérieur. du règlement intérieur, ça prend beaucoup de temps. Donc là, on est à la 4e ou la 5e semaine pour approuver une seule loi. À ce rythme-là, je pense pas que grandes choses peuvent être effectuées. On sait très bien les lois qui doivent être approuvées par ce Parlement-là. Un point important qui nous donne le visage de ce Parlement ML, la définition de l'opposition. Donc c'était une proposition de la commission, donc de définir l'opposition, parce qu'on ne peut plus définir l'opposition au niveau du Parlement telle qu'elle a été définie en 2014, parce que celui qui ne vote pas, qui ne donne pas sa confiance au gouvernement, donc il est déclaré comme étant un bloc parlementaire d'opposition. Mais puisque le gouvernement ne saisit plus sa confiance et ne prend plus sa confiance du Parlement, il est nommé directement par le président. Il y avait une proposition de la Commission de dire que les blocs d'opposition seront les blocs qui ne votent pas, par exemple, la loi de finances de l'année prochaine ou qui ne votent pas les lois certaines lois qui concernent la stratégie économique du gouvernement. Mais cet article-là est tombé au niveau de la plénière, n'a pas été voté, donc on n'a pas une définition d'opposition et fort probablement qu'on n'aura pas d'opposition tout simplement au niveau du Parlement. Autrement dit, il n'y a pas d'opposition au sein du Parlement. Exactement, on ne définit plus la position. Je pense que ce Parlement, il va inventer de nouvelles règles, de nouvelles règles parlementaires. De nouvelles règles du jeu. On va découvrir avec eux. Oui. C'est marrant. Et puis, quand même. Amel et moi, si vous permettez, sachant qu'ils ont commencé le travail le 13 mars, ils ont pris 9 jours de vacances, 9 à 10 jours, rien que pour les vacances de l'Aïd. Ils ont dépassé même les 3 jours de la fonction publique. Exactement. Oui. C'est 2 jours. Ils peuvent prendre tout leur temps. Hein. Ils ont toute la vie devant eux. Je voulais juste ouvrir une parenthèse pour saluer toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Je vois beaucoup d'amis, beaucoup d'invités aussi, beaucoup de personnalités connues à qui je souhaite bon Eid Mabrouk et la bienvenue pour justement suivre notre live.
Justement, tu as anticipé un tout petit peu, Moazate, tout à l'heure par rapport à la question du phosphate révélée par le président Kais Saïed qui a réuni hier le Conseil de la sécurité nationale. Il a parlé justement du retour à une production abondante du phosphate, qui est pour lui une solution qui pourrait sauver l'économie de la Tunisie. Mais est-ce que justement il nous a dit quelle solution il envisage? Moi j'ai entendu parler d'un canal qui sera creusé entre le golfe de Gabès et Gafsa pour faire passer l'eau, et par la suite on va comment on appelle ça, distiller l'eau de mer pour l'utiliser dans le lavage en fait oui, le lavage du phosphate, oui, consomme beaucoup d'eau. Bon. Donc, est-ce que le président Kais Saïed nous a dit c'est quoi la solution qu'il envisage justement pour un retour à une production très élevée du phosphate? Bon, cette affaire du phosphate devient très très compliquée en Tunisie depuis 2008 et non pas depuis 2023. Et je ne sais pas si le président Kais Saïed découvre aujourd'hui qu'on a du phosphate et que ça peut nous aider au niveau surtout de notre ressource et de l'exportation du phosphate et les ressources en devises. C'est une solution malheureusement que plusieurs hommes politiques et plusieurs gouvernements n'ont pas pu résoudre. Donc, si je me rappelle les chiffres de 2010, qui sont des chiffres de référence, ML, en matière de production de phosphate, de production, exactement. On était à 8,3, je pense, millions de tonnes de phosphate. Nadia peut-être elle a les chiffres plus exacts que moi. Et les dernières années, on est aux alentours de 3 l'année dernière, on a fait 3,4, je pense, millions de tonnes de phosphate. Donc, on est vraiment en sous-régime de production. Mais est-ce que si on revient à 8 millions de tonnes par année ou 10 millions de tonnes par année, est-ce que ça va résoudre tous les problèmes financiers et économiques de la Tunisie? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Si on veut vraiment résoudre les problèmes économiques, sociaux et surtout la problématique des finances publiques aujourd'hui en Tunisie, il faut adopter une stratégie multidisciplinaire et multi-acteurs pour faire vraiment un programme de changement économique et social surtout, à court terme, avec les contraintes qu'on a, avec les problèmes économiques et financiers qu'on a, et à moyen terme et à long terme. Et ne pas chercher, et ce que les autres gouvernements ont fait aussi, Ahmed, c'est toujours jouer aux pompiers. Donc il y a un déficit budgétaire, on fait recours à l'FMI ou on prend d'autres crédits. Là, on veut plus de crédit. Exactement. Là, on veut plus de crédit. Tiens, on va se retourner pour le phosphate. Et la question de phosphate, elle est hyper compliquée. Il y a la production, et c'est une problématique malheureusement qu'on n'a pas pu résoudre depuis des décennies. Il y a la problématique environnementale qui est très très importante, Amel, au niveau de la production du phosphate. Aujourd'hui, avec le manque des ressources hydrauliques et la problématique d'eau en Tunisie, c'est une production qui consomme beaucoup d'eau. Et je sais pas, je suis pas spécialiste avec la solution que Monsieur le Président a présentée, mais c'est pas un bouton qu'on va appuyer, qu'on pourra déceler l'eau de mer. Et je pense que c'est des solutions parce que j'ai beaucoup lu, surtout sur la question de décellement d'eau de mer. C'est une solution qui est coûteuse. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup. Exactement. Ça coûte beaucoup d'argent. Il y a un autre problème, c'est la question aussi d'égalité sociale et de la santé des citoyens et citoyennes au bassin minier. Malheureusement, durant des décennies, c'est la CPG et la région minière de la Tunisie, elle a donné beaucoup de phosphate, mais en contrepartie, elle n'a rien reçu. Il n'y a aucun développement dans cette région-là. Les jeunes ont recours à la CPG pour être recrutés ou travailler. En contrepartie, il n'y a aucune autre structure industrielle ou autre structure économique pour vraiment faire un pôle qui produit du phosphate, un pôle malheureusement qui pollue, mais il faut avoir une contrepartie contre cette pollution et contre cette consommation d'eau. Même la nappe d'eau potable, elle est vraiment touchée à cause du phosphate, mais malheureusement, on a vu aussi beaucoup de mouvements sociaux. Il y a des demandes et des revendications
qui sont négociables et qu'on peut négocier. Il y a d'autres revendications. Malheureusement, certains politiciens ont allé dans ce sens-là, mais il y a des demandes parfois qui ne sont pas légitimes. Franchement, il y a eu des barons et donc la naissance de barons, surtout de transport de phosphate d'une manière illégale sur les réseaux terrestres et qui ont bloqué le transport du phosphate sur les réseaux ferroviaires pour gagner plus d'argent. Donc c'est une problématique vraiment très complexe. Je pense que politiquement, Kais Saïd, avec la popularité qu'il a, qu'il peut trouver une stratégie pour le phosphate et une stratégie pour l'économie tunisienne, mais il faut que ça soit multi-acteurs, ce que Kais Saïd ne fait pas. Il y a les syndicats qui doivent être impliqués, il y a les citoyens de la région et la société civile de la région qui doivent être impliqués, il y a le transport, il y a le ministère de Transport, il y a la SNCFD, donc il faut vraiment trouver une solution, surtout qui implique les citoyens de la région, parce qu'ils ont vraiment souffert durant des décennies à cause du phosphate. Et on se rappelle très bien que tu connais très bien. Oui, oui. Oui, moi. C'est très logique ce que tu viens de dire. Nédia, je vais te donner la parole pour parler de ce forum, un forum qui est organisé sur la question de la mondialisation. On parle encore de la mondialisation ou est-ce qu'on est en train de parler de la fin de la mondialisation? Non, on parle encore de la mondialisation aujourd'hui et c'est l'une des raisons pour laquelle que j'ai rien préparé pour aujourd'hui parce que l'économiste maghrébin organise en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté 124e forum annuel sur le thème, cette fois-ci, la nouvelle mondialisation, une chance pour la Tunisie. Le forum vise à stimuler une discussion sur le positionnement de la Tunisie dans les chaînes des valeurs mondiales au vu d'une nouvelle configuration géoéconomique, notamment marquée par les retombées inflationnistes, la mollesse de la croissance. Le programme est constitué par 4 grands panels. Le premier a pour thème, c'était la nouvelle géopolitique du monde, quelles conséquences économiques. Et l'un qui était présent, c'était Monsieur José Garçon, professeur de géopolitique et de diplomatie, ancien fonctionnaire de l'ONU. Voilà, il a apporté son analyse de géopolitique en déclarant que le monde comme un grand paquebot. À cet égard, il a parlé aussi de la Tunisie. Il estime que la Tunisie n'est pas le seul pays à être confronté à des crises répétitives. Ainsi, il part du constat que la Tunisie pourrait être de cette tempête d'ordre mondial. En revanche, et d'un autre côté, et aussi par la même occasion, il a parlé aussi d'une anecdote, parce que comme il était professeur universitaire, il a donné deux étudiants à lui ont remis un cours de plutôt un examen de géopolitique, et les deux étaient impeccables. Un, c'était en anglais, un anglais parfait, et l'autre en français parfait. Mais il s'avère que ce ne sont pas les étudiants qui ont écrit les deux examens. Qui ont répondu à l'examen. Ouais, mais c'est le chat GPT. Ouh, ils ont triché tous les deux. Exactement. Rien que pour dire que la mondialisation, c'est une arme aussi à double tranchant, mais il faut comment s'en servir et prendre les mesures nécessaires. D'un autre côté, c'est assez, il est encore difficile de prédire ce que l'avenir aussi nous réserve. Ça correspond aussi au premier panel auquel j'ai assisté. Pareil, il y a le deuxième panel qui parle de la Tunisie face au bousculement du monde. Le troisième panel aussi concerne la Tunisie au défi de la transition énergétique. Mais le dernier panel qui a été axé cette fois-ci sur le thème les pépites qui ont réussi de s'internationaliser à l'extérieur. Et un des présents, c'était Ihebtik, qui est cofondateur de start-up Cumulus. Il a parlé en fait, alors qui fait parmi les 3 gagnants, juste pour revenir à la start-up Cumulus, elle fait partie parmi les 3 gagnants et les finalistes de la Bird AJ Venture il y a 3 jours de ça, parce que j'ai écrit il y a 3 jours de cela. Il a parlé de son expérience, de son success story, et
Et l'idée de cette start-up, en fait, ça réussit, c'est comment transformer l'air en eau potable où elle fonctionne avec l'énergie solaire et produit en. Il y a des pays qui ont investi dans ça. Exactement. Justement. Ça a un nom, de toutes les façons. La technologie, il y a un nom bien spécifique pour cette technologie. Transformer l'air en eau. En eau potable. En eau potable, voilà. Oui. Très bien. Donc, tu as fait le tour d'horizon des différentes thématiques des panels de ce forum. Je rappelle, un forum sur la mondialisation qui est organisé par ton journal, c'est ça, par l'économiste maghrébin. Très bien. Merci beaucoup, Nadia. Donc, Merci. on a eu une idée. On n'a pas assisté, mais on a eu quand même une certaine idée sur le programme. Je remercie aussi notre ami Moazate qui nous a quittés apparemment. Et on se donne rendez-vous pour jeudi prochain. La semaine prochaine. À vous deux. Merci. Quant à moi, je vais revenir dans un petit moment pour parler des ouvrières agricoles au vu d'une étude qui a été présentée ce matin par le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Et j'attends Hayat Attar qui a rédigé cette étude justement pour donner les chiffres, les résultats, les conclusions et les solutions qu'on pourra envisager justement pour améliorer les conditions de vie et de travail de ces ouvrières. À tout de suite.